Bonjour à tous. Vraiment merci. On a quasiment une salle complète, donc merci beaucoup d'être présents. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est la dernière ligne droite avant d'aller manger, donc on va essayer de vous mettre en appétit. Et tout ça autour d'un Rex autour de la transformation DevOps à grande échelle chez BPI France. Alors, je ne sais pas si on a certains d'entre vous qui connaissent BPI France, mais c'est un organisme bancaire public avec une DSI de 200 équipes. Alors qu'on parle quand même de 200 équipes, ce n'est pas une petite DSI. 200 équipes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de disparités sur la technologie, sur le niveau de maturité DevOps. Et donc, ça n'a pas été une aventure relativement facile. Ça a été compliqué, mais c'était très passionnant. Et c'est cette aventure-là qu'on veut vous raconter avec Anthony. Et cette aventure-là, elle a commencé par une question qui est pourquoi une transformation DevOps chez BPI France? Alors, bonjour à tous. Effectivement, on parle ici de transformation DevOps. Alors, qu'est-ce qu'on entend, nous, par transformation DevOps? On va rentrer dans le détail au fur et à mesure de la conf. Mais pour faire simple, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un monde qui évolue beaucoup. Et donc, pour satisfaire et répondre aux besoins du métier BPI France, on avait besoin d'aider nos équipes, et on a toujours besoin d'ailleurs, ça en continue, à délivrer toujours plus et toujours de meilleure qualité. Et donc c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Petite anecdote pour commencer. Moi, quand je suis arrivé chez BPI France il y a quelques années, j'étais du côté projet. Et il y avait un besoin métier. On avait donc avec l'équipe fait tout le livrable, on avait la configuration, on avait nos secrets, donc tout allait bien. Et on veut les livrer en production. Sauf que chez nous, en fait, les équipes n'avaient pas la main sur la production. Beaucoup d'entreprises. Et ça nous a pris une fois jusqu'à 2 semaines pour livrer en production. Tout était prêt 2 semaines. Alors c'est un cas extrême en soi, mais très régulièrement, ça prenait une semaine. Et ça, c'était une des problématiques qu'on avait eues. On va en avoir d'autres. Et la vision et les solutions qu'on a essayé de mettre en place là-dessus. Mais on va commencer par se présenter. Alors moi c'est Anthony Chen, je suis DevOps chez BPI France depuis 2021. Et Jean-Baptiste Latapi, DevOps également. Je suis arrivé chez BPI France en tant que tech lead back-end. Et après, j'ai rejoint le côté DevOps. Et c'est rigolo ce matin, à la première keynote, je ne sais pas si vous l'avez vu, on disait qu'il y avait 51 nouveaux speakers à Devox. Et bah du coup on en fait partie. Coucou c'est nous. Coucou c'est nous. Merci, on rentre dans la grande famille, ça fait plaisir. Un petit trigger warning? Voilà, alors parce qu'il faut le préciser, donc l'IA Act, donc on a effectivement utilisé aussi un peu, je pense comme beaucoup de confs ici, d'images générées par IA, et un peu de self-promotion, si jamais le sujet vous intéresse. On a aussi des collègues qui vont faire une conf demain sur le sujet pour parler d'IA et de sécurité, donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est passionnant, on l'a vu en avant-première, franchement ça vaut vraiment le coup. On va faire un peu comme au bac, philo. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en général, quand il y avait une question, on essayait d'expliquer un peu tous les termes. Ben, on va commencer. Alors, transformation DevOps chez BPI France, je pense que tous les termes parlent. Peut-être DevOps, on va essayer de mettre l'accent dessus. Le DevOps, à la base, c'était la collaboration, enfin, l'entraide entre les devs et les ops pour livrer rapidement. Sauf que ça a un peu changé, ça. Maintenant, il faut vraiment que toutes les personnes de la chaîne soient impactées. Toutes les personnes de la chaîne travaillent ensemble vraiment pour apporter de la valeur. Et quand j'entends toutes les personnes, ça va être les devs, les opérationnels bien sûr, DevOps, ça va être les commerciaux, les marketing potentiellement, et toute la partie métier. Vraiment tout le monde doit travailler ensemble pour 2 buts. 2 buts importants pour le DevOps, c'est le time to market, donc de faire en sorte que quelque chose de la valeur arrive rapidement jusqu'au client final. Deuxième chose, de la qualité. C'est-à-dire que quand ça arrive, tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème pour le client. Je vous enjoins à aller regarder un blog très intéressant qui résume un peu tout ça. Donc c'est le blog écrit par Katia Himmer, où elle va vraiment faire toute l'historique du DevOps, par là où c'est passé, ce qui est vraiment le DevOps dans les détails, et l'anti-pattern. Très intéressant ce blog. Il y a le QR code, hein, que vous pouvez flasher pour avoir l'accès à l'article. Et c'est trop bien tout ça, sur cette définition. Alors, un dernier slide avant de commencer. On parle effectivement de time to market et de qualité. Alors, on vous montre ici juste quelques chiffres de ce qui s'est passé chez BPI France depuis 2021. On a effectivement le nombre de changements qui a été augmenté, multiplié par 4,5. Le nombre d'incidents qui a été
divisé par 2. Et pour mettre un peu en contexte ces chiffres, on n'a pas fait une croissance exponentielle non plus. On a une croissance constante et stable du coup depuis plusieurs années maintenant. Euh, et c'est dans ce contexte-là qu'on a réussi à obtenir ces chiffres. Et paf, l'argument d'autorité pour commencer. C'est pas mal. Et donc là, c'est l'arrivée. On va faire un petit peu le parcours. Et le parcours, on va vous présenter le contexte. Alors le contexte, on va l'accentuer sur 4 choses. La première chose, c'est, je ne sais pas si ça parle, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont trouver des pratiques intéressantes et qui leur conviennent. Hein, et c'est même pas exhaustif là-dessus. Hein. Le TDD, le BDD, le YAGNI, Boy Scout Rule, architecture hexagonale. Et ce qu'il y avait chez BPI France, c'est que chacun avait ses termes, ses pratiques. Et ça, c'était très embêtant. C'est-à-dire qu'on avait les devs qui disent non, moi je veux faire tout ça. On avait le management, moi je veux faire tout ça. Les testeurs, ils disent non, non, je veux faire ça. Et c'était une vraie cacophonie. Donc ça, c'était pas possible. Autre point de contexte, toutes les technologies. Là, on a les plateformes techniques. OK ? Donc on peut voir qu'il y a du Kubernetes, du Kafka, du Mongo, enfin des bases de données. Là, on a l'environnement CI/CD. Donc, on a du GitLab, du Jenkins, Artifactory, bon je ne vais pas toutes les faire, mais c'est des choses connues. Et ça c'est la partie développeur. Donc, on a des langages de programmation, des frameworks, très bien. Sauf que tout ça, ça a un coût pour les développeurs. C'est que quand ils doivent arriver sur une plateforme technique, bah, si on ne maîtrise pas vraiment Kubernetes, toutes les bases de données, bah, c'est compliqué pour eux, y compris pour les technologies de développement. Et ça, il fallait faire attention. Alors ça, je suis sûr que ça parle à tout le monde. Ça, c'est Andrew Scheffer, donc en 2009, qui a commencé à évoquer le mur de la confusion. Donc, c'est la séparation entre les développeurs et les opérationnels. Ça, c'est ce que j'avais un peu raconté au départ. Sauf que nous, on avait même un truc un peu différent. C'est que sur ce petit mur que vous voyez là, on avait encore une autre équipe. Et les 2 semaines, ça les explique comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les devs qui sont à gauche, l'équipe qui avait au milieu, et les équipes opérationnelles, qui vraiment s'occupaient de la production. Et ça, c'était très frustrant pour les équipes. Mais en soi, là je fais une critique qui peut paraître négative, mais il fallait aussi prendre en compte le contexte de l'époque. Hein. Vraiment. Hein. Il y a eu des choix qui ont été faits et c'était normal dans cette époque. Mais là maintenant ce qu'on essaie, c'est de faire mieux. Dernier point, le ticketing. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font du ticketing chez eux. Hein, pour arriver sur une plateforme, créer un espace projet, et je sens des têtes de frustrés. Moi c'était pareil. C'était pareil pourquoi ? Parce que quand on voulait arriver à créer, je veux dire sur Kubernetes, pour donner un exemple, créer un espace projet, on devait d'abord créer une habilitation et ensuite créer l'espace projet. Donc c'était 2 tickets. Mais ce qui se passait aussi, c'est que des fois, on devait créer un ticket pour l'habilitation, un ticket pour se rattacher à l'habilitation et un ticket pour accéder à l'espace projet. Et c'était pas parallélisable, ça. Donc ça prenait des fois, je veux dire 1 mois, mais c'était pas loin. Donc quand on a un écosystème riche en pratique, c'était tous les buzzwords, des technologies qui étaient complexes, on avait des équipes non autonomes, le mur de la confusion et du ticketing, c'était le naufrage, donc d'où l'image que vous avez reconnue du Titanic. En tout cas, on ne va pas dire naufrage, mais c'est pour que ça marque un peu, c'est que c'était très embêtant et très irritant pour les projets. Très compliqué, j'en ai fait partie. Hein, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça ? Alors, effectivement, donc merci pour tous ces irritants. Donc je vais rappeler régulièrement le contexte hein, pour que tout le monde ait ça en tête. On était arrivé, on était une équipe de 4 personnes et on a 200 équipes à accompagner. Donc là, on arrive face à ces problématiques. Nous, ce qu'on s'est dit, un peu naïvement, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse ? Et donc, voilà un peu notre vision suite à ce qu'on a rencontré. Donc, une première chose par rapport à la vision, c'est par rapport à la problématique de l'ensemble des technologies et de l'ensemble des pratiques. Il a fallu faire des choix. Pourquoi ? C'est assez évident, mais il fallait rationaliser les coûts des plateformes et le support qui va avec. Vous doutez bien que quand on a 200 équipes à gérer, on ne peut pas se permettre de faire du support sur l'ensemble des stacks que chaque équipe décide d'utiliser. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, alors sur ces choix, comment on fait ? Parce que voilà, il y a des choix qui peuvent être discutés, des choix qui peuvent être rationalisés, mais il y a des choix des fois qui peuvent être
voilà, ça peut être intéressant pour tel use case, pour une équipe d'utiliser tel produit et d'avoir potentiellement des outils qui se complètent. Nous, on essaie de faire des choix pertinents et on s'appuie, enfin, JB l'a évoqué tout à l'heure, c'est prendre en compte le contexte. Vraiment, c'est la chose la plus importante. Le contexte, on va essayer de prendre des technologies du marché, des technologies qui ont une bonne communauté, pour lesquelles aussi il est facile de trouver de l'aide, des ressources pour nous aider à travailler sur ces produits. Et puis après, comme tout le monde, on peut se tromper. Donc si on fait une erreur, s'il y a besoin de changer un choix qu'on a fait par le passé, on le change, c'est pas bien grave. Je pense qu'on n'est pas les seuls ici à avoir dû se poser la question GitLab CI versus Jenkins, par exemple. Et le dernier point que je voulais dire par rapport à ça, c'est que oui, on fait des choix, mais c'est pas parce qu'on fait ces choix qu'on dit aux équipes il faut absolument aller sur ces plateformes, et si jamais vous avez d'autres besoins, c'est impossible de les utiliser. Donc nous, en tant que DevOps, on va toujours essayer de donner le plus de liberté possible aux équipes. C'est juste que par rapport à ce contexte, si une équipe décide de prendre ses propres outils, nous, on ne garantit pas le support là-dessus parce que voilà. Ouais, mais on leur interdit pas. Hein. Donc ils peuvent prendre les outils qu'ils veulent, mais sauf que nous, on ne peut pas faire du support sur 36 outils de CI/CD par exemple. C'est pas faisable. Alors, autre point par rapport à notre vision. Donc là, c'était la partie sur les choix. L'autre point, c'était l'autonomie. Notre objectif, nous, c'est de rendre les équipes le plus autonomes possible, qu'elles soient matures sur les pratiques et pourquoi elles le font. On veut donner le plus de liberté possible aux équipes. Ça, c'est la problématique. Je fais le parallèle avec les irritants. C'est par rapport à la problématique du mur de la confusion. Souvenez-vous, notre objectif, c'est d'améliorer le TTM. Et donc, si on offre plus de liberté aux équipes pour qu'elles puissent délivrer d'elles-mêmes en toute autonomie jusqu'aux environnements de production, ça va forcément aller plus vite. Et le dernier point, contrôle versus blocage. Alors, rappel encore de contexte, on est dans un environnement bancaire. Donc, on donne de la liberté aux équipes, c'est très bien. Par contre, voilà, on a des réglementations, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, qui dit plus de liberté dit que il faut aussi qu'on puisse surveiller ce qui se passe. Et on a bien mis du coup le terme contrôle, on va contrôler ce qui se passe et on va éviter l'aspect blocage. Par exemple, voilà, vous avez des vulnérabilités, on va bloquer votre pipeline par exemple. C'est des pratiques qu'on va plutôt éviter. On responsabilise les équipes, allez-y. Par contre, voilà, nous on surveille quand même que, attention, vous avez livré telle vulnérabilité. Et donc c'est un peu notre vision par rapport à ça. Ouais, le blocage, en fait, on le laisse à la main des équipes. C'est elles qui décident si elles veulent bloquer ou pas. On n'est pas là, nous, pour contrôler. On n'a pas la vision, qu'on n'ait pas le contexte. Et on veut augmenter le TTM. Peut-être dernier point. Et le dernier point, donc on avait un irritant par rapport au ticketing. On va essayer de promouvoir le plus possible le self-service, mettre à disposition des API pour les équipes, qu'elles puissent utiliser d'elles-mêmes. Et si j'ai besoin de me provisionner un environnement, demander un compte technique, ce genre de choses, tout ça se fait directement par API. Elles le font elles-mêmes et tout va plus vite. Donc voilà, ça c'était notre vision. Donc c'est très bien, c'est très théorique. Maintenant, comment on fait en vrai? Comment on fait dans la vraie vie? C'est bien beau la théorie, mais en vrai, il nous faut deux choses. Deux choses, c'est le financement. Financement parce que les équipes ont besoin d'argent. Malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Il faut payer les choses, des ressources. Et puis nous aussi également, c'est bien. On touche un peu d'argent. C'est pas plus mal au passage. Et l'autre point, donc financement et la priorisation. Parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont tombés sur le fait que quand on veut aider quelqu'un, on dit non, j'ai pas le temps. Il y a le métier qui m'a demandé quelque chose, c'est urgent. Et ça passe toujours devant. Et au final, ça ne se fait jamais. Je ne sais pas si vous avez l'image de la personne qui pousse une brouette avec des roues rondes, enfin des roues carrées, puis quelqu'un qui dit non, attends, j'ai des roues rondes, ça va aller plus vite. Il dit non, non, j'ai pas le temps. C'est le même principe au final. Et ça, on a eu de la chance parce que notre DSI, notre CTO l'ont bien compris.
Ils nous ont vraiment beaucoup soutenus là-dessus. Et ils ont vraiment mis les moyens pour qu'on puisse faire la transformation DevOps chez BPI France. Une fois qu'on a ça, et qu'on est bien parti, on a mis en place des produits. Alors les produits, donc on a l'accompagnement, de la documentation, de la communication. Ça, c'est les 3 points qu'on va évoquer là maintenant, à la suite. On va faire un focus sur Dora un petit peu après. C'était un peu dans la pub de notre talk, on fait un petit focus sur Dora et sur le calcul en automatique. Et donc, on commence sur l'accompagnement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur l'accompagnement? Tout d'abord, on a fait de l'accompagnement à la carte. À la carte, c'est-à-dire qu'on va axer de l'aide sur certains points. Et ces points, on les détermine comment? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des VSM, des Value Stream Mapping. Je ne sais pas si ça parle à des gens, le Value Stream Mapping. Un peu? Pas beaucoup. Et parmi les quelques personnes, est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Vraiment? Une personne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Value Stream Mapping, c'est une cartographie de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'à partir de l'expression de besoin jusqu'à la livraison au client final, on va essayer d'identifier tous les acteurs, toutes les étapes, tout le lead time et tout le process time là-dedans. Ça permet que toute l'équipe soit au courant de ce qui se passe, parce qu'on peut, franchement, quand on en a fait, on a eu des surprises. Il y avait des gens qui disaient non, vraiment, ça prend autant de temps, et cette étape, on ne la connaissait pas. Et ça permet que tout le monde ait une vision là-dessus, et de pouvoir vraiment identifier les points de blocage. Ensuite, une fois qu'on a identifié ça, on leur dit on va travailler tant de temps avec eux. C'est renouvelable là-dessus, à souhait. C'est-à-dire que voilà, on va commencer 2 semaines, et on va refaire 2 semaines, ou s'ils ont besoin de plus longtemps. Autre produit qu'on a mis en place, la clinique. Alors ça, c'est pas une image générée par l'IA, c'est notre chef. Et c'est comme ça qu'il a vendu le produit, la clinique. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, il est venu déjà comme ça au boulot. Pour vous dire à quel point il est impliqué dans le produit. On a le chef qu'on mérite. Petite dédicace. Et la clinique, qu'est-ce que c'est? C'est que on va réserver 1 heure, enfin des créneaux d'1 heure. Nous, ce qu'on a fait, c'est le mardi matin. Donc chaque personne, enfin chaque équipe vient disant voilà, moi j'ai besoin d'aide. Ils ont un créneau d'1 heure qui sont réservés rien que pour eux. Donc il y a notre équipe qui est là, des gens de notre équipe. Et on essaie de trouver le problème à leur solution. Si on n'y arrive pas, on essaie au moins de leur donner des pistes. Et si vraiment on n'y arrive pas, là, on revient sur l'accompagnement personnalisé. Ensuite, la posture. Parce qu'on fait de l'accompagnement, c'est bien, la posture, c'est super important. Vraiment. Il y a 2 choses qu'il faut vraiment essayer d'éviter. C'est la partie gatekeeper. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent ce que c'est que le gatekeeper. Ok, pas mal. Et donc le gatekeeper, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment des personnes qui ont une posture, c'est souvent hiérarchique, en tout cas une posture de pouvoir en disant « sans moi, vous n'y arriverez pas ». Ou en tout cas, vous allez avoir du mal. Et ça, il faut l'éviter. Pourquoi? Parce que sinon, les équipes en face, elles vont se frustrer. Et derrière, elles ne vont plus vous écouter. Ça, pour l'avoir vu, en tout cas pour l'avoir vécu, moi, du côté projet, c'était compliqué. La personne qui arrive, non, non, c'est comme ça, t'inquiète, ça va le faire. Non, c'est pas possible. Enfin, on connaît le contexte aussi. Deuxième chose, le dogme. Alors le dogme, c'est dans l'idée qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, t'inquiète pas, tu fais du TDD, ça va fonctionner. Tu fais du BDD, ça va fonctionner. Tu fais de l'architecture hexagonale, ça va fonctionner. Ça, c'est pas possible. Il faut le faire vraiment en fonction du contexte. Toujours en fonction du contexte, on l'a évoqué. Et une fois qu'on a tout le contexte, il faut vraiment les faire parler. Alors ça fait très psychanalyse freudienne de les faire parler. En parlez-moi de votre enfance, parlez-moi de vous. Mais ça a 2 avantages, c'est qu'on connaît vraiment le contexte, on connaît vraiment les irritants. Et faites parler aussi, quand vous faites un accompagnement, les autres, ceux qui ne parlent pas, en disant « toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Je ne t'ai pas entendu là-dessus. Et j'ai eu des choses très intéressantes là-dessus, en disant « toi, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est qu'il nous a dit ah, « mais là, ça ne va pas sur le découpage des US, c'était pas assez précis, il y avait trop d'allers-retours. » Si on n'avait pas fait ça, on n'aurait jamais cet irritant-là, qui était en plus un très gros irritant, sur lequel on a dû beaucoup travailler. Je vous renvoie sur une conf qu'on a vue, la D-Day de Julien Topsou et de Yann Dano, j'ai pas envie de dire des bêtises sur les noms de famille, qui parle de ça, justement, de ces postures, et pas seulement, de tout l'historique du craftsmanship et de tout ce que les gens en ont marre du titre sur le craftsmanship. Dernière chose sur l'accompagnement, le vie ma vie. Compliqué d'être l'ambassadeur de quelque chose si on ne l'a pas testé. C'est impossible. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est que tout ce qu'on met en place, nous, ce que les autres équipes mettent en place sur les plateformes techniques, on les teste. Et nous, on les teste à travers 2 produits. On a le calcul du Dora en automatique, c'est ce qu'on va vous présenter plus tard. Et on a aussi une partie compliance, parce qu'on a un besoin de traçabilité chez nous. Parce qu'on a des contraintes réglementaires bancaires. Donc on a ces 2 outils-là, et ça permet de tout tester.
L'autre point, on avait une équipe où il y avait un peu tout, mais là on s'est vu que ça fonctionnait bien, c'était des personnes qui étaient issues du projet. Dès qu'on avait quelqu'un qui était issu du projet, qui avait vraiment fait du projet, mais après qui avait aussi de l'appétence pour la partie Craftman, Clean Code et autres, bah ça fonctionne, ça. Et c'est et c'est ce qu'on a fait hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que quasiment toute toute l'équipe chez nous est issue du monde projet. Et ils comprennent vraiment les problématiques des projets. Donc voilà pour pour la communication, pardon. Excusez-moi, pour l'accompagnement. Maintenant, on parle à la documentation. Alors merci Tout le monde JP sait bien faire. Merci pour toute cette partie-là. Alors comme vous avez compris, hein, une grosse partie accompagnement. Et pour que les équipes soient autonomes, l'accompagnement, c'est avec de la documentation que les équipes vont pouvoir venir consulter à la demande quand elles veulent. Et donc nous, chez BPI, comment on structure la documentation? On a une partie, ce qu'on appelle du vrai code ou des code base démo. Alors ça, c'est quoi? C'est l'intérêt, c'est de se dire, on va prendre du code d'exemple et on va l'intégrer dans la stack BPI France, dans nos outils BPI France, avec un pipeline fonctionnel qui tourne régulièrement, avec un environnement qui déploie régulièrement ce code, et qui est maintenu aussi, si jamais il y a des mises à jour de librairies, de sécurité, ce genre de choses, ce code est maintenu dans ce sens. Pourquoi? Comme ça, les équipes elles peuvent venir récupérer ce code. Il n'y a pas de débat sur ça fonctionne, on montre que ça fonctionne, c'est testé, c'est du live. Par contre, ce vrai code, c'est très bien, c'est très intéressant, les équipes aiment bien, mais vous vous en doutez, ça demande de la maintenance. Et donc on ne peut pas forcément faire ça pour toutes les stacks BPI France, toutes les stacks des projets qu'on utilise chez BPI France. Donc comment on sélectionne ce qu'on va mettre dans du vrai code? Là on s'appuie sur la loi de Pareto, ou la loi du 80-20, donc je ne sais pas si ça parle à des gens. L'idée c'est de se dire, on va travailler sur ce qui répond aux besoins de 80% des projets chez BPI France, et pour les 20% qui restent, entre guillemets les cas à la marge, ou des besoins plus spécifiques, on propose du coup des snippets de code. Par exemple, si vous avez besoin de faire des feature flags, tous les projets n'en ont pas besoin, et on va mettre à disposition des snippets, pour le coup, qui seront moins intégrés, qui peuvent potentiellement être à adapter, mais qui vont montrer le principe de comment on fait. Et du coup qui vont pouvoir montrer comment on fait du feature flag. Et le dernier point sur la documentation, c'est la présentation sous forme de use case. Nous, on part du principe, alors on a, voilà, en tant que techos, on va souvent lire de la documentation, et quand on a besoin de faire des choses, souvent on se rend compte qu'on a besoin de naviguer entre plusieurs pages pour voir comment fonctionne le produit, comment je m'habilite au produit, peu importe. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de naviguer entre plusieurs pages de la documentation, et c'est pas forcément pratique, l'information est un peu partout, et on a besoin de la reconstituer. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire en parallèle de ça, on ne va pas se substituer à la documentation des produits. Par contre, on va essayer de lister des use cases qui sont communs à beaucoup de projets ou à une majorité de projets chez BPI France. Et on va essayer d'en sortir des use cases et de documenter ça sous forme de use case. Par exemple, là vous avez un exemple du sommaire de notre doc autour de l'outil Renovate. Je prends par exemple configurer Jenkins, par exemple. Et on va vous montrer. J'ai besoin de configurer Jenkins, donc je suis les étapes, pas à pas. Et une fois que j'ai terminé de lire la doc, voilà, mon use case est terminé et tout est bon. Donc voilà pour la partie documentation. Un petit point quand même sur du vrai code. En fait, juste avant, on vous a parlé qu'on avait 2 produits chez BPI France, mais en fait, il est extrait de nos produits. Donc on sait que ça fonctionne vraiment. Ça, c'est l'avantage aussi d'avoir des produits qu'on développe en interne pour accompagner les équipes. Yes. Un slide que j'aime beaucoup. Communication. Là, on est le meilleur. Le cliché des techos qui sont mauvais en communication. Et pourtant, on sait que communication is key.
Donc, comment on fait de la communication, nous, chez BPI France? Les deux premiers points, ce sont des instances. Alors, le premier point, système démo, c'est quelque chose qui provient, c'est des cérémonies qui viennent avec le framework Safe. Donc, chez BPI France, on travaille avec le framework Safe. C'est pas le plus important. L'idée, c'est de se dire qu'on ne peut pas faire du Scrum sur une équipe de 200 personnes. Donc, du coup, on a besoin d'un truc un peu plus gros pour gérer plusieurs équipes. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça vient avec des cérémonies supplémentaires et que nous, on en profite pour faire des retours, faire des démonstrations, montrer les nouveautés, l'actualité du DevOps et ce genre de choses. Donc pareil pour le deuxième point qui est le Live DSI. Le Live DSI, là pour le coup, c'est quelque chose qui est propre à la DSI BPI France. De manière hebdomadaire, on a un point pour parler des nouveautés de l'actu BPI France, de la DSI ou du groupe. Parler d'innovation, de l'IA par exemple. Dernièrement, c'était souvent le cas. Et donc pareil, tout ce qui est attrait au DevOps, c'est à ce qu'on fait au niveau de l'accompagnement et de la culturation des équipes. Si c'est intéressant, on vient en parler. On a un canal Teams qu'on met à disposition. Donc toutes les personnes qui arrivent chez BPI France, on leur présente ce canal. L'idée, c'est qu'elles peuvent venir poser leurs questions dans ce canal. Il y aura toujours quelqu'un qui va répondre. Tout le monde est là. Et ça, c'est plutôt vertueux parce qu'au final, tout le monde, comme ça, nous connaît. Et si jamais il y a des questions, même si on ne sait pas répondre, on peut rediriger ça vers les personnes qui sont expertes ou qui potentiellement ont les réponses. Mais voilà, tout ça favorise la communication. Ouais, tu peux le dire, ils viennent nous déranger toutes les 5 minutes. Ouais. Et donc, du coup, mais c'est bien, ça veut dire que ça fonctionne bien ce qu'on fait. Du coup, on les renvoie en clinique ou à des accompagnements. Voilà. À la suite. Bon, on a parlé des irritants, de la vision, enfin de la vision, des produits qu'on voulait mettre en place, mais quelle équipe on cible au départ? On avait 200 équipes, hein. On ne peut pas tout faire en même temps, ça c'est pas possible. On n'a pas l'effectif pour. Donc il fallait choisir, on a choisi selon 3 critères. Déjà celle qui avait envie. Donc, celle qui avait envie, il y a 2 choses. Au final, c'est celles qui viennent en disant franchement ça a l'air d'être super ce que vous faites. J'en ai entendu parler, est-ce que vous pouvez m'aider? Ça c'est bien, c'est le mieux. Deuxième chose, c'est on va aller voir et on dit t'as entendu parler de nous? Oui, non, ok, on t'explique. Très bien. Là, on voit qu'elles ont envie. Donc c'est 2 choses. Quand elles viennent, elles ont envie, et qu'on va les voir, elles ont envie aussi. Point très important. Deuxième chose, les enjeux métiers, ou les impacts métiers. Là, c'est plutôt du management qui va venir nous voir en disant vous ne pouvez pas aller voir cette équipe parce qu'il y a peut-être un problème. Alors, c'est pas du top-bottom au final, mais c'est plus parce qu'elles ont identifié quelque chose. Et puis nous, on voit aussi si c'est vraiment pertinent de les suivre. C'est pas une obligation en soi. Parce que toujours, on va voir avec d'autres trucs, hein, c'est l'envie. Et pareil, c'est si elles ont envie. Hein. On va les voir, on propose notre aide. On a peut-être vu qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'on peut vous aider? Donc toujours, on revient à la posture d'accompagnement. Oui. Mais voilà, si elles n'ont pas envie, on ne va pas forcer non plus. Et dernier point, Dora. Alors Dora, on va en parler un peu plus après, comme je l'avais évoqué, mais c'est plus de l'opportunisme. C'est-à-dire que nous, on va regarder les indicateurs de maturité DevOps des équipes. Et si on voit que ça baisse, on va essayer d'aller les voir en disant vous êtes sûr qu'il n'y a pas un souci? Et pareil, on recoupe avec le fait qu'ils ont des envies toujours. C'est peut-être le point le plus important. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces équipes-là? Les autres. Parce qu'il y a toujours des équipes qui vont être réfractaires. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'en ayant choisi, en ayant trouvé comme ça ces core teams qui vont un peu nous représenter, qui vont être notre tête de proue des produits qu'on met en place, que les autres suivent leur pas. En se disant, franchement, j'ai entendu, il y a des bons retours sur cette équipe, ce qu'ils font c'est top, ils ont des bons indicateurs, on y va. Et c'est ce qui s'est passé. Nous, il y a beaucoup d'équipes qui sont venues comme ça. Voilà pour les équipes. Mais comment on s'assure que les produits qu'on met en place ou que l'accompagnement fonctionne? Comment on mesure donc cette transformation? Et il y a une chose qu'on ne voulait pas. C'était les vanity metrics. C'était un terme qui est apparu dans le film. Le film peut-être bientôt. Dans le livre de Lean, on ne sait jamais, hein, ils font des adaptations de tout maintenant. Donc The Lean Startup d'Eric Ries. Alors ce qu'il disait, c'est qu'il faut faire attention aux indicateurs qui ne servent à rien et en tout cas qui ne sont pas actionnables. Par exemple, quand on vous dit le nombre d'utilisateurs d'un site, en soi ça ne veut rien dire. Enfin, ça ne prévaut pas de la performance d'une entreprise. Ou alors, ça va peut-être parler à plus de personnes ici, le nombre de lignes de code.
Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été objectivés ou en tout cas en leur disant ligne de code ça va pas, ça j'ai déjà vu, ou autre, le nombre de minutes de pipeline ou même le nombre de pipelines lancés. Ça c'est pas faisable en soi. En fait, si c'est pas corrélé à autre chose, c'est pas actionnable. Ces métriques-là. Et justement, nous on en a trouvé des métriques actionnables. Donc ça va être les indicateurs Dora ou des indicateurs, je ne sais pas si ça parle à des personnes, les indicateurs qu'on va retrouver dans le livre Accelerate. Oui, tout à fait. Donc Dora, qu'est-ce que c'est? Alors, ce que ce n'est pas déjà, ce n'est pas Dora l'exploratrice, ce n'est pas le On ne la Dora, fait jamais celle-là. ce n'est pas le Dora réglementaire. Donc, on parle bien là du Dora DevOps. Qu'est-ce que c'est donc? Rapidement, c'est un produit qui est sorti des grosses têtes de chez Google. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que suite à une étude sur plusieurs années, sur un certain nombre de professionnels dans différents secteurs d'activité, sur des entreprises plus ou moins grosses, ça dit que on a réussi à extraire 4 indicateurs qui permettent, mis ensemble, de mesurer la performance DevOps. Donc nous, on a choisi ça, comme l'a dit Jean-Baptiste, parce que ça répondait du coup à notre besoin. Et il y avait autre chose qui était intéressant avec ce produit, et pourquoi on l'a choisi, c'est que on avait besoin, ce qu'on voulait, c'était avoir une mesure commune. C'est-à-dire qu'on peut avoir nos indicateurs maison, voilà, est-ce que ce qu'on fait, il y a des résultats ou pas, très bien. Par contre, ce qu'on voulait, c'est aussi pouvoir se benchmarker par rapport au marché. Est-ce que aujourd'hui, sur notre transformation DevOps, on est dans les clous ou pas, ou est-ce qu'on est vraiment loin? Comment ça se passe par rapport aux autres acteurs du marché? Et donc, on a besoin d'avoir un point de comparaison et donc une mesure commune. Et donc ça, du coup, c'était très bien et c'est pourquoi on a aussi choisi ce produit. Là, on a un slide qui vous montre, je ne vais pas rentrer dans chaque détail, mais... Il y en a qui connaissent ici, Dora? Ouais, ou Accelerate, hein. D'accord, ça parle déjà à pas mal de monde. Mais juste pour les rappeler, donc là, les 4 indicateurs sont la fréquence de déploiement, le lead time, le change failure rate et le mean time to recovery. Et ce qui est intéressant avec ces indicateurs, c'est que si vous vous souvenez bien, en tout début de slide, en tout début de présentation, ce qu'on vous a montré, notre objectif par rapport à notre définition du DevOps, c'est d'améliorer le TTM et la qualité. Et ça tombe bien parce que ces indicateurs, au final, si on les regarde un peu plus en détail, on peut les regrouper en 2 catégories. Une partie indicateurs qui vont plutôt mesurer le time to market et une partie qui va plutôt mesurer la qualité. Et bah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut mesurer. C'est marrant comme ça tombe bien. Enfin, pile poil, on a eu de la chance. Donc, on a le Dora, mais comment on le mesure? Voilà. Et donc ça, voilà, on a choisi le Dora. Donc on a choisi, super, on a des métriques qu'on va pouvoir utiliser pour mesurer notre transformation, la performance de nos équipes, la performance de notre équipe d'accompagnement. Et maintenant, ben, comment on s'en sert? Et là, quand on a fait un peu ce constat-là, il n'y avait pas spécialement de produits sur le marché qui permettaient de faire ce qu'on voulait faire, et notamment calculer ces métriques pour l'ensemble des 200 équipes de manière automatique. Donc c'est vrai que ça n'existait pas. Et donc du coup, on a développé notre outil maison là-dessus. Ça n'existait pas avec les critères en fait qu'on se donnait. Hein. Ouais. On a tous les critères qui sont là. Là maintenant, on verra, il y a des produits qui commencent à apparaître et peut-être que ça va changer. Ce qu'on dit tout à l'heure par rapport au choix, peut-être que ça va changer sur ce qu'on va faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand on avait regardé ça, ça n'existait pas. Et donc, on voulait un outil qui permette de calculer ces mesures, ces métriques de manière automatique, qu'elles soient accessibles en toute transparence par tout le monde, qu'elles s'appuient sur des données fiables. Alors, nous, on le verra un peu dans 2 slides sur l'architecture et comment on a construit ce produit, mais on s'appuie sur des données fiables, c'est-à-dire qu'on va essayer au plus possible d'aller à la source, notamment pour détecter un changement. On va s'appuyer sur chaque socle, récupérer les changements qui sont faits de manière effective sur chaque socle, et c'est ces données-là qu'on va consommer et qu'on va utiliser du coup pour faire la mesure des DORA. On a un produit qui est du coup techno-free pour l'instant, donc on n'est pas dépendant d'une solution. Après, voilà, ça ce que je disais, c'est la partie qui va peut-être changer. Il y a des solutions qui commencent à apparaître sur le calcul automatique. On expérimente notamment DevLake de chez Apache dernièrement.
peut-être qu'à un moment donné, on intégrera ça. Moi, ça va encore. C'est pas rattaché à une techno qu'on utilise. Par exemple, ça peut être sur GitLab CI, enfin sur GitLab, qui a une partie, un plugin pour calculer les indicateurs de ROI. Mais bon, pour dire ça, c'est que pour nous, c'est pas des données fiables parce il nous manque deux choses. C'est d'un, les changements manuels. On ne les a pas parce qu'en fait, ils se basent sur les changements de la CI ou de la CD. Donc ça ne nous va pas. On veut vraiment les données des plateformes techniques pour être sûr qu'il y a un changement. Yes. Et la dernière partie, donc la partie asynchrone, c'était juste pour vous dire qu'on s'est beaucoup appuyé sur l'événementiel pour construire ce produit, pour avoir effectivement un système résilient et performant. Ouais, du découplage au maximum. Bah, maintenant, on va montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je te laisse peut-être la place pour, Ouais, s'il te plaît, pour pointer un peu les... Un petit pointeur, c'est bon, ça fonctionne. Alors, ce qu'on a, on met donc les indicateurs qu'on a présentés à disposition de deux façons, enfin trois au final, mais on a dans Kafka, donc on a nos 4 indicateurs. On les propose aussi sous forme d'API. Et on a ici, donc c'est un outil chez nous qui s'appelle NextGen, qui est une vision 360 de toutes les données de chez BPI France. Donc tout remonte là-dedans. Et ça permet à tous les projets de consulter leurs indicateurs. Mais bon, là, on pourrait les consulter par Kafka et aussi via API. Donc on a nos services qui sont là. Donc chacun divisé pour l'indicateur qu'il veut calculer. Et pour les calculer, on a besoin de 3 sources de données. On a le changelog, le change et les incidents. Alors les incidents, c'est simple. Bon, on prend DisyVista, qui est notre GDI. Relativement simple, c'est le mean time to recovery, donc de savoir en combien de temps un incident a été réglé. Bon, ça c'est relativement simple à calculer. On a les changes, on va voir comment on récupère tous les changes. Et là, c'est la partie qui va être un peu plus compliquée, c'est changelog. Et ça, on va vous le montrer maintenant. Donc on les a sur la droite, donc les incidents, on peut enlever, on sait que c'est la GDI, c'est facile, on fait une différence, voilà, terminé. Sur les changements, donc c'est tous les changements qu'il y a eu en moyenne sur les 3 mois. Enfin, par jour sur les 3 mois. Et donc le change, là ce que vous a expliqué sur le 2 slides avant, c'est qu'on voulait la vraie donnée. Pas seulement une information que la CI, oui c'est bon, t'inquiète pas, ou la CD, j'ai livré. Non, non. Nous c'est vraiment toutes les plateformes techniques. Alors c'est pas exhaustif, on en a encore plein, on a mis 3 petits points, c'est parce qu'on en a plein derrière, mais c'est vraiment la source de données, la plateforme technique qui nous envoie l'information. Et là on est sûr de ce qui se passe. Et on a aussi comme ça les changements manuels. Pour le changelog. Le changelog, il se base sur les changes, donc ça remonte, et il va se baser aussi toutes les infos de la CI et la CD, enfin de Git, de GitLab et de Jenkins. Pourquoi? Parce que pour un changement, ce qu'on veut, c'est tout ce qui a été fait sur ce changement-là. Et en gros, en combien de temps une modification s'est retrouvée en production, en moyenne. Et ça, il y a une petite moulinette qui tourne, et à partir des changements et toutes ces informations-là, parce que l'information pivot, c'est la ressource qu'on livre, on est capable de tout refaire. Ce qui est bien avec ce service-là aussi, c'est qu'il est capable de faire pas mal d'autres choses. Nous, on expose des release notes en automatique pour les projets. Ils nous interrogent, on dit « ouais, je veux une release note pour un changement ». Mais ils l'ont automatiquement. Autre chose, on avait parlé de la partie traçabilité. Il nous sert ça aussi pour la traçabilité. Quand il y a des auditeurs qui viennent, ça leur permet de dire « ok, il y a eu tel changement qui a été fait en production, tu peux me dire qui a fait quoi, qui a validé, ce qui s'est passé », parce qu'on en a besoin pour des réglementairement parlant. Et ça, on peut leur fournir aussi grâce à ça. Alors, il y a plein d'autres choses derrière, mais le fait de calculer ça en automatique, ça nous permet beaucoup de choses chez BPI France. Donc voilà pour l'architecture de notre solution interne. Et comme je suis sûr que vous avez tout écouté... Petit slide de conclusion, on arrive à la fin. Donc on espère qu'on n'a pas été trop boring, mais voilà. Si jamais il y a 3 choses à retenir de notre présentation sur les points auxquels on attribue en tout cas les résultats qu'on a eus depuis 2 ans au sein de la DSI BPI France, c'est le sponsorship, hyper important d'avoir un management qui nous soutient. On continue, il y a Philippe, là, je le vois. Ah. C'est notre CTO, donc les prochaines augmentent. Yes. L'accompagnement, on en a parlé, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est hyper important, et surtout sur la partie posture d'accompagnement, il faut vraiment être en mode « je vais aider les équipes ». Et la dernière partie, mesure en automatique pour éviter tout biais et que tout le monde, avoir la mesure du coup de tout le monde, que ce soit des équipes d'accompagnement, et voilà, donc en automatique pour éviter les biais. Ouais, exactement, tout soit calculé de la même façon. Donc ça, c'est vraiment le petit takeaway. Il y a quand même un petit point qu'on voulait vraiment partager, c'est notre finalité. Nous, notre finalité en tant qu'équipe DevOps, quelle est-elle? Paradoxalement, nous,
notre finalité, c'est de disparaître. C'est que toutes les équipes soient autonomes, on leur dire bye bye, vous arrivez à vous débrouiller, il n'y a pas de souci, on peut vous faire confiance. Donc nous, on sera content que le DSI arrivera en disant merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Petit sec au passage quand même. Hein, parce que nous, il nous remercie, il faut quand même en tirer quelque chose. Et puis, une fois qu'on aura terminé ça, on pourra faire quoi? On ira peut-être continuer à faire des confs, mais depuis d'autres endroits, les Bahamas peut-être. Bahamas, ça c'est pas mal. Là où il y a du soleil. Et on sera content de vous retrouver comme ça, de les faire à distance, les conférences. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Et petit message quand même, parce que sinon l'assistante du DSI, Marie-Gaëlle, va être fâchée si on ne le dit pas. Rendez-vous sur le stand de IO1. Voilà, important. C'est bon, le message est passé. Pour faire gagner des goodies. Il y a des goodies, il y a une roue à tourner pour gagner plein de cadeaux. Voilà. Venez nombreux et puis on pourra continuer un petit peu à partager autour du DevOps et d'autres. On a l'IAG, on a la cybersécurité. Donc on vous attend nombreux. Et sinon, il nous reste 4 minutes pour des questions-réponses. Oui. Si jamais il y en a. Mais tout a été clair, j'en suis sûr. Ah, il y a une question. Ah, il y a 2 questions. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette super retour d'expérience. Merci à vous. J'avais une question. On parle beaucoup de techno-free dans votre présentation. Est-ce qu'il y a quand même une checklist pour implémenter une techno dans la stack BP ou dans votre stack à vous, ne serait-ce que pour la sécurité et d'autres choses comme ça? Ou c'est vraiment libre? Tu veux répondre? Ouais. Alors c'est libre quand même, il y a quand même des checks de sécurité. Alors, il peut arriver avec sa nouvelle techno. Après, c'est ce qu'on a dit pour la CI/CD. Il arrive avec le support qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est lui qui prend les responsabilités parce que nous, on ne peut pas faire de choses dessus. Après, de toute façon, sur tous les endroits où on va livrer, il va y avoir des checks de sécurité. Donc là, oui. Et du coup, quand vous ne prenez pas en charge cette partie sécurité, c'est à l'équipe de garantir la sécurité sur les points différents où vous ne maîtrisez pas? Non, si, on va garantir la sécurité. En fait, ça fait partie du cadre quand même dans ce qu'il va livrer. Ça, on va faire des checks. Après, sur la mise en place de contrôle chez eux pour la qualité, pour être sûr qu'ils n'arrivent pas au moins en production avec ça, c'est à eux de le faire sur cette partie-là, vraiment développement. Mais nous, quand même, on garantit la sécurité. C'est ce qu'on avait dit. On n'est pas là pour le blocage, mais on est là pour le contrôle. Donc on est sûr qu'il y a eu un souci. Bonjour, merci pour le talk, c'était super sympa. J'ai une question par rapport aux technos dont on vient de parler. Vous faites vos choix de techno pour les équipes. Certaines équipes peuvent choisir de prendre leur propre techno. Oui. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une contrainte venant de la hiérarchie de vous imposer de supporter ces technos et de fournir du support dessus, malgré qu'au départ vous ne vouliez pas? Tu as plus d'historique là-dessus, je pense. Mais, alors, à ma connaissance, c'est pas arrivé. Non. Pas dans ce sens en tout cas. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que l'équipe vient avec sa technologie et qu'au final, nous on se rend compte que c'est peut-être pas déconnant de la rajouter à la stack, à la liste des stacks supportés, et que au final, après étude, on voit que y a un vrai besoin derrière et qu'on l'intègre du coup à la stack. Mais on n'a pas spécialement eu de cas où on a eu des directives où il fallait forcément apporter du support sur une techno en tout cas qu'on n'avait pas choisi. On a les managers qui écoutent leurs experts. Enfin, je dis ça, c'est aussi pour les augmenter. C'est un petit message. Mais non, mais on est quand même très écoutés, donc ça c'est plutôt cool là-dessus. Donc il n'y a pas vraiment de choses qui sont imposées. Et puis ça se voit par les chiffres. Au final, ça a bien marché. Et c'est ça, on en revient aussi sur le point du sponsorship. Avoir la confiance des managers, ça évite aussi ce genre de soucis. Ouais. Parce qu'il y a une autre question, 1 minute, donc je pensais, oui, c'est vrai que personne n'était la première en plus à lever la main. Sinon, je vais répéter la question. Question RH, ok. Oh, grosse question. On va s'en aller avant, là je pense que c'est... Oui. Bien sûr, oui. Un peu dans la douleur malheureusement. Alors, comment ça s'est passé? Donc il y a eu un changement, donc il y avait les équipes Ops, c'est des équipes qui disparaissent quand même, plutôt des équipes de production en tant que telles, on les connaît historiquement. Et ça va passer dans la douleur parce qu'elles sont un peu réticentes au changement. Alors ça c'est vrai. On a eu pas mal de choses, alors je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que j'étais pas dans le secret des dieux au niveau RH et la transfo. Sinon il y a le CTO qui est vraiment à 2 mètres, il pourra en parler un peu plus en détail. Ça a été compliqué, mais pour pas mal de personnes on a essayé de leur trouver quelque chose d'autre. Oui, pardon. C'est ça.
Pardon? Sur le stand, on peut en parler sur le stand. Oui. Bien vu, merci. Merci. Donc je voulais, ouais, et puis on a essayé de leur trouver peut-être aussi d'autres choses qu'ils pouvaient faire en fonction de leurs compétences. On a essayé ça, mais ça n'a pas été facile, mais on peut en parler un peu plus en détail sur le stand. Merci beaucoup. Voilà, il reste, c'est fini. Merci.